J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, chapitre 6, Tomber de la poêle dans le feu. Bilbo avait échappé aux gobelins, mais il ne savait plus du tout où il se trouvait. Il avait perdu son capuchon, sa cape, ses vivres, son poney, ses boutons et ses amis. Il ira longuement, jusqu'à ce que le soleil se mette à descendre vers l'ouest, derrière les montagnes. Leur ombre s'étendit sur le chemin de Bilbo, et il se retourna. Puis, regardant en avant, il ne put voir que des crêtes et des pentes qui dévalaient vers une vaste étendue de plaine et de basse terre, entrevues de temps à autre à travers les arbres. « Ma parole !» s'écria-t-il. « Me voilà rendu de l'autre côté des montagnes de brume, tout juste à la lisière du pays au-delà. Où peuvent donc bien être Gandalf et les nains? J'espère seulement qu'ils ne sont pas restés là-bas, à la merci des gobelins. » Il poursuivit sa route, sortant de la petite vallée encaissée, franchissant la crête, puis descendant de l'autre côté. Et ce faisant, une pensée très désagréable grandissait dans son esprit. Il se demandait s'il ne devait pas, maintenant qu'il avait l'anneau magique, retourner dans ces horribles, que dis-je, ces abominables tunnels pour y chercher ses amis. Il venait de conclure que c'était son devoir, qu'il devait faire demi-tour, ce qui le rendait tout à fait misérable, quand il entendit des voix. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Cela ne ressemblait pas à des gobelins. Il s'avança donc lentement à pas de loup. Il suivait un sentier rocailleux qui descendait en serpentant, bordé sur la gauche par une paroi rocheuse. De l'autre côté, le terrain chutait et des vallons se trouvaient en contrebas du sentier, surplombés par des buissons et des arbustes. Dans l'un de ces vallons, derrière les buissons, des gens discutaient. Il s'approcha encore et vit soudain, entre deux gros rochers, un visage entouré d'un capuchon rouge scrutant les environs. C'était Balin qui faisait le guet. Bilbo aurait pu applaudir et pousser des cris de joie, mais il se retint. Il portait encore l'anneau, par peur de rencontrer quelque chose d'inattendu et de déplaisant, et il vit que Balin gardait les yeux droits sur lui sans toutefois le remarquer. « Je vais leur faire une surprise », se dit-il en s'introduisant dans les buissons en bordure du vallon. Gandalf se disputait avec les nains. Il parlait de tout ce qui leur était arrivé dans les galeries et se demandait ce qu'ils allaient faire à présent. Les nains ronchonnaient et Gandalf disait qu'il était impensable de poursuivre leur voyage en laissant Monsieur Bessac aux mains des gobelins, sans chercher à savoir s'il était vivant ou mort et sans essayer de lui venir en aide. Qu'est-ce qu'ils ont fait le sous-titre ? Après tout, c'est mon ami, dit le magicien, et c'est un bon petit monsieur. Je me sens responsable envers lui, comme j'aimerais que vous ne l'ayez pas perdu. Les nains voulaient savoir pourquoi ils avaient été tenus de l'emmener, pourquoi il avait abandonné ses amis au lieu de les suivre, et pourquoi le magicien n'avait pas choisi quelqu'un de plus sensé. « Il nous a causé plus de tort que de bien jusqu'à présent, dit l'un d'entre eux. S'il faut maintenant partir à sa recherche dans ces infâmes galeries, eh bien, qu'on l'y laisse moisir, voilà ce que je dis. » Gandalf répondit avec colère. « Je l'ai emmené, et je ne traîne pas des choses qui ne servent pas. Soit vous m'aidez à le trouver, soit je pars, et je vous laisse vous sortir de ce pétrin par vous-même, advienne que pourra. Si jamais nous le retrouvons, vous me remercierez avant que tout ceci ne soit terminé. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser tomber, Dory ? Vous auriez fait pareil, dit Dory, si un gobelin vous avait brusquement saisi les jambes par derrière dans le noir, avant de vous renverser et de vous donner un coup de pied dans le dos. Alors pourquoi vous ne l'avez pas ramassé ? Mais bon sang, quelle question ! Avec tous ces gobelins qui luttaient et qui mordaient dans le noir, tout ce monde qui trébuchait sur des corps et qui se tabassait, vous avez failli me trancher la tête avec Glamdring. Et Thorin dardait des coups un peu partout avec Orcrist. Tout à coup, vous avez lancé un de vos éclairs aveuglants et les gobelins se sont sauvés en criant comme des chiens. Vous avez hurlé « Suivez-moi tout le monde !» et tout le monde aurait dû vous suivre. Nous pensions que c'était le cas. Nous n'avons pas eu le temps de compter les têtes, comme vous le savez fort bien, avant d'avoir chargé les gardes, passé la porte inférieure et dégringolé jusqu'ici. Et nous voici, sans le cambrioleur, qu'il s'emberlificote. « Et voici le cambrioleur !» dit Bilbo, s'immisçant parmi eux et retirant l'anneau. « Oh là là, comme ils bondirent !» Puis ils lancèrent des cris de joie et de surprise. Gandalf fut tout aussi abasourdi, mais probablement plus ravi que les autres. Il appela Balin et lui dit ce qu'il pensait d'un guetteur qui laisse les gens s'insinuer de la sorte sans donner l'alerte. Nul doute que la réputation de Bilbo s'en trouva grandement rehaussée auprès des nains. S'ils doutaient encore d'avoir affaire à un cambrioleur de première envergure, ils ne doutèrent plus.
Baline fut le plus estomaqué de tous, mais chacun reconnut que c'était très ingénieux. Bilbo en fut d'ailleurs tellement satisfait qu'il se contenta de rire dans sa barbe et ne mentionna aucunement l'anneau. Et lorsqu'ils lui demandèrent comment il s'y était pris, il répondit « Oh, vous savez, je n'ai fait que m'approcher doucement, en catimini. » C'est bien la première fois que quelque chose, même une souris, s'approche doucement et me passe sous le nez sans que je l'aperçoive, dit Baline. Je vous tire mon capuchon. Ce qu'il fit. Baline, à votre service, dit-il. Votre serviteur, monsieur Bessac, répondit Bilbo. Puis ils voulurent tout savoir au sujet de ses aventures après leur séparation. Alors il s'assit et leur raconta tout, sauf la découverte de l'anneau. Pas tout de suite, se dit-il. Ils se montrèrent particulièrement intéressés par le concours d'énigmes et frissonnèrent comme il se doit en entendant sa description de Gollum. En le voyant assis à mes côtés, j'ai été incapable de trouver une autre énigme, acheva Bilbo. Alors j'ai dit « Qu'y a-t-il dans ma poche ?» Et il n'a pas pu deviner en 3 essais. Alors j'ai dit « Et votre promesse ? Montrez-moi la sortie. » Mais il s'est approché de moi pour me tuer, et j'ai couru et je suis tombée. Mais dans le noir, il ne m'a pas vue. Alors je l'ai suivi, car je l'entendais se parler tout seul. Il croyait qu'en réalité je connaissais la sortie. Alors c'est là qu'il se rendait. Puis il s'est assis à l'entrée du tunnel. Je ne pouvais pas passer, donc j'ai sauté par-dessus lui pour m'en défaire et j'ai couru jusqu'à la porte. « Et les gardes ?» demandèrent-ils. « Il n'y avait pas des gardes ?»« Ah si, beaucoup, mais je les ai esquivés. Je suis resté coincé dans la porte qui était seulement entr'ouverte et j'ai perdu pas mal de boutons, dit-il avec tristesse en regardant ses vêtements déchirés. Mais j'ai fini par me glisser à travers la fente et me revoici. » Les nains le considérèrent avec un respect tout nouveau lorsqu'il parla d'esquiver des gardes, de sauter par-dessus Gollum et de se glisser à travers la fente comme si tout cela n'avait rien de difficile ou d'affolant. « Qu'est-ce que je vous disais ?» s'exclama Gandalf en riant. « Notre monsieur Bessac a plus d'un tour dans son sac. » Il le regarda d'un drôle d'air sous la broussaille de ses sourcils, et le hobbit se demanda s'il avait deviné quelque chose des éléments de son récit qu'il avait gardés pour lui. Mais Bilbo avait lui aussi des questions à poser, car si Gandalf avait déjà tout expliqué aux nains, Bilbo n'avait pas eu l'occasion de l'entendre. Il voulait savoir comment le magicien les avait rejoints et ce qui leur était arrivé depuis. Le magicien, à vrai dire, n'avait jamais à se faire prier pour expliquer son génie plus d'une fois. Elrond et lui étaient bien au courant de la présence de gobelins malveillants dans cette région des montagnes, précisa-t-il. Mais leur entrée principale débouchait jadis sur un autre col, plus praticable, de sorte qu'ils attrapaient souvent les malheureux qui bivouaquaient non loin. Naturellement, les voyageurs évitaient désormais ce chemin, et les gobelins avaient dû creuser une nouvelle entrée au sommet du col, empruntée par les nains, plutôt récemment, car il était jugé sûr avant cet incident. « Je vais voir si je ne pourrais pas trouver un géant plus ou moins serviable pour la reboucher, » dit Gandalf. « Sinon les montagnes risquent de devenir infranchissables. » En entendant Bilbo crier, Gandalf avait tout de suite compris ce qui s'était produit. À la faveur de l'éclair qui avait eu raison des gobelins qui l'étreignaient, il s'était glissé à travers la fissure juste au moment où celle-ci se refermait. Il avait suivi les chefs de peloton et les prisonniers jusqu'à l'entrée de la grande salle, et il s'était assis là afin de créer la meilleure magie possible dans les ténèbres environnantes. « Une affaire très délicate, croyez-moi, » dit-il, « très hasardeuse. » Mais bien sûr, Gandalf était spécialement versé dans les enchantements tirés du feu et de la lumière. Même le Hobbit s'était souvenu de ces feux d'artifice magiques lors des fêtes du vieux Touk à la veille de la mi-été. Rappelez-vous. Nous savons le reste. Sauf que Gandalf connaissait déjà l'existence de la porte inférieure, la porte de derrière comme les gobelins l'appelaient, où Bilbo perdit ses boutons. En fait, elle était connue de tous ceux qui fréquentaient cette partie des montagnes. Mais il fallait un magicien pour garder la tête froide au milieu des galeries et les conduire dans la bonne direction. « Ils ont construit cette porte il y a bien longtemps, dit-il. En partie comme chemin d'évasion en cas de nécessité, en partie comme voie d'accès aux terres avoisinantes, où ils viennent encore la nuit et causent d'importants dégâts. Elle est constamment gardée et personne n'a réussi à la faire condamner. Ils la surveilleront d'autant plus après ce qui s'est passé, ajouta-t-il en riant. Les autres rirent aussi. Après tout, ils avaient beaucoup perdu dans cette aventure, mais ils avaient tué le grand gobelin et bon nombre de ses congénères, et ils s'en étaient tous sortis indemnes. Jusqu'à présent, on pouvait dire qu'ils avaient eu le dessus. Mais le magicien les ramena à la raison. « Il faut poursuivre notre route sans plus tarder, maintenant que nous sommes un peu reposés, dit-il. Ils nous pourchasseront par centaines la nuit venue. Et déjà les ombres s'allongent. Ils peuvent flairer notre piste des heures et des heures après notre passage.
Nous devrons franchir plusieurs miles avant le crépuscule. Il y aura un peu de lune si le beau temps se maintient, et c'est pour nous une chance. Non pas que la lune les embête tellement, mais nous pourrons y voir un peu mieux. Bisous et Naël. Passe une bonne fin de journée. Le hobbit continuait de poser des questions. Certes, poursuivit Gandalf, on perd la notion du temps lorsqu'on entre chez les gobelins. Nous sommes aujourd'hui jeudi, et c'est lundi soir ou mardi matin qu'on nous a capturés. Nous avons parcouru de nombreux miles au cœur des montagnes, et nous voilà de l'autre côté. Un excellent raccourci. Mais nous ne sommes pas arrivés là où nous étions censés descendre. Nous sommes trop au nord, et des terres inhospitalières nous attendent. Et nous sommes encore assez haut. Mettons-nous en route. J'ai terriblement faim, gémit Bilbo qui prit soudain conscience de n'avoir rien mangé depuis la veille de l'avant-veille. Imaginez ce que cela représente pour un hobbit. Son estomac lui paraissait vide et flasque, et ses jambes toutes chancelantes maintenant qu'il s'était remis de ses émotions fortes. « Rien à faire, dit Gandalf, à moins que vous ne préfériez rebrousser chemin pour demander gentiment aux gobelins de nous rendre votre poney et vos bagages. »« Non merci, fit Bilbo. »« Très bien, dans ce cas, il faudra nous serrer la ceinture et continuer tant bien que mal, sans quoi nous risquons d'être mangés pour souper, ce qui serait bien pire que d'en être privés. » Tout en cheminant, Bilbo regardait de côté et d'autre à la recherche de nourriture, mais les mûriers étaient encore en fleurs, et bien sûr, il n'y avait aucune sorte de noix, ni même des senelles. Il grignota un bout d'oseille, il but à un petit ruisseau de montagne qui traversa le sentier, et il mangea 3 fraises sauvages qu'il trouva au bord de l'eau. Mais cela ne l'aida pas beaucoup. Ils poursuivirent leur route. Le sentier raboteux disparut, les buissons et les longues herbes entre les rochers, les tapis de verdure broutés par les lapins, le thym, la sauge, la marjolaine, les hélianthèmes jaunes, tous disparurent, et les marcheurs se retrouvèrent au sommet d'un vaste éboulis de pierre qui plongeait à pic, les restes d'un glissement de terrain. Lorsqu'ils entamèrent leur descente, des cailloux et des débris roulèrent sous leurs pieds. Bientôt, de plus gros éclats de roches remuèrent avec bruit, délogeant plus bas d'autres morceaux qui se mirent à glisser et à débouler. Puis de grosses pierres se détachèrent et dégringolèrent avec fracas, soulevant des nuages de poussière. Tout le flanc de la colline semblait alors en mouvement, et ils dévalaient la pente, affolés, serrés les uns contre les autres, au milieu de ce tumulte glissant, vrombissant, ponctué de craquements de la roche. Ce furent les arbres au bas de la pente qui les sauvèrent. Ils atteignirent l'orée d'une vaste pinède qui escaladait les contreforts des montagnes à partir des forêts plus sombres et plus profondes au creux des basses terres. Certains d'entre eux s'accrochèrent au tronc et se hissèrent jusqu'aux premières branches. D'autres, comme le petit hobbit, se réfugièrent derrière un arbre pour éviter d'être assaillis par la pierre. Bientôt, l'éboulement s'arrêta. Le danger était passé et l'on n'entendit plus que les fracas distants des dernières grosses roches qui bondissaient et tournoyaient parmi les fougères et les racines, loin en bas. « Eh bien, ça nous a fait faire un bon bout de chemin, dit Gandalf. Et même les gobelins sur notre piste auront fort à faire pour descendre ici sans faire de bruit. »« Sans doute, grogna Bombure, mais ils n'auront aucun mal à nous envoyer des pierres derrière la tête. » Bilbo et les nains, très mécontents, se frottaient les jambes et les pieds couverts de bleu et de meurtrissures. « Baliverne, nous allons bifurquer de ce côté, ce qui nous mettra hors de portée de l'éboulis. Il faut faire vite. Voyez comme il fait noir. » Le soleil avait déjà plongé depuis longtemps derrière les montagnes. Déjà, les ombres s'épaississaient autour d'eux, même s'ils pouvaient voir loin à travers les arbres et au-delà des cimes noires de ceux qui poussaient en bas. La lumière du soir sur les plaines... Je vais relire la phrase, le ton n'était pas bon. Déjà, les ombres s'épaississaient autour d'eux, même s'ils pouvaient voir loin à travers les arbres et au-delà des cimes noires de ceux qui poussaient en bas, la lumière du soir sur les plaines. Ils clopinaient maintenant dans une forêt de pins, marchant aussi vite qu'ils le pouvaient le long d'un sentier en pente douce qui descendait tout droit vers le sud. Parfois, ils naviguaient dans un océan de fougères dont les hautes frondes passaient par-dessus la tête du hobbit. Parfois, ils se déplaçaient en silence sur un tapis d'aiguilles. Et pendant ce temps, l'obscurité et le silence de la forêt grandissaient. Il y avait ce soir aucun vent, pas le moindre soupir des branches au sommet des arbres. « Faut-il encore aller plus loin ?» demanda Bilbo.
Il faisait si noir qu'il avait peine à voir la barbe de Taurine s'agiter à côté de lui, et le silence était tel que la respiration des nains lui parvenait comme un bruit rauque. Mes orteils sont tout meurtris et déformés, mes jambes me font mal, et mon estomac ballotte comme un sac vide. Un peu plus loin, répondit Gandalf. Après ce qui sembla une éternité, ils débouchèrent soudain sur un espace complètement dénué d'arbres. La lune s'était levée et brillait dans la clairière. Sans qu'ils aient pu dire pourquoi, l'endroit leur parut sinistre, même si tout semblait parfaitement normal. Tout à coup, ils entendirent un hurlement en contrebas. Un long hurlement a donné le frisson. Il fut suivi d'un deuxième, puis plus à droite et beaucoup plus près d'eux, puis d'un troisième non loin à gauche. Des loups hurlaient à la lune, des loups sur le point de se rassembler. Les loups ne fréquentaient pas le voisinage de M. Bessac et aucun ne vivait près de son trou, mais il connaissait ce bruit. On le lui avait décrit bien assez souvent dans les contes. Quand il était jeune, un de ses cousins, du côté Touques, qui était plus âgé que lui et qui avait beaucoup voyagé, s'amusait à l'imiter pour lui faire peur. Mais l'entendre ainsi dans la forêt au clair de lune, c'en était trop pour lui. Même les anneaux magiques ne peuvent vous protéger des loups. Surtout ces bandes malfaisantes vivant dans l'ombre des montagnes infestées de gobelins, par-delà la lisière de la sauvagerie, aux frontières de l'inconnu. Les loups de cette espèce ont le nez plus fin que les gobelins, et ils n'ont pas besoin de vous voir pour vous attraper. « Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire » s'écria-t-il. « Échapper à des gobelins pour être attrapés par des loups ?» dit-il. Et ce devint un proverbe, comme on disait autrefois, tomber de la poêle dans le feu, dans une situation où tout va de mal en pis. « Montez aux arbres, vite !» cria Gandalf, et ils coururent jusqu'aux arbres qui bordaient la clairière, à la recherche de branches assez basses ou de troncs assez minces pour faciliter l'escalade. Ils ne se montrèrent pas trop difficiles, comme vous vous en doutez, et grimpèrent aussi haut qu'ils le purent sans risquer qu'une branche ne se rompe. Si vous aviez pu assister à cette scène, à distance raisonnable, vous auriez ri en voyant leurs barbes pendouillées du haut des arbres où ils étaient perchés comme des vieillards un peu fêlés qui jouaient aux gamins. Philly et Killy se trouvaient au sommet d'un grand mélèze semblable à un arbre de Noël géant. Dori, Nori, Ori, Oin et Glowin étaient plus à l'aise, jugés dans un énorme pin qui étendait ses branches à intervalles réguliers, comme une roue et ses rayons. Bifur, Beaufur, Bombur et Taurine en avaient choisi un autre. Dalwyn et Balin étaient montés dans un grand sapin efflanqué, aux branches clairsemées, et tentaient de se trouver un siège dans ses plus hautes ramures. Gandalf, qui était passablement plus grand que les autres, avait trouvé un arbre auquel il ne pouvait grimper. Un vaste pin surplombant directement la clairière. Il était bien caché dans ses branches, mais son regard brillait dans le clair de lune lorsqu'il jetait un œil au dehors. Et Bilbo ? Il ne pouvait monter à haut qu'un arbre et se précipitait d'un tronc à l'autre comme un lapin qui, traqué par un chien, aurait perdu son terrier. « Tu as encore oublié le cambrioleur ?» dit Nori à Dori en regardant en bas. « Pourquoi devrais-je toujours avoir ce cambrioleur sur le dos ?» répondit Dori au fond des galeries et maintenant... Ah pardon ! C'est parce qu'il y avait une virgule. « Pourquoi devrais-je toujours avoir ce cambrioleur sur le dos ?» répondit Dori. « Au fond des galeries et maintenant dans les arbres. Est-ce que j'ai l'air d'un porteur ?»« Il va être dévoré si nous ne faisons rien, » dit Taurine, car les hurlements les avaient encerclés et ils se rapprochèrent de plus en plus. « Dori !» appela-t-il, mais ce dernier était posté en bas de l'arbre, le plus facile à monter. « Fais vite ! Tends la main à Monsieur Bessac !» Dori était vraiment un brave nain, malgré ses protestations. Il eut beau redescendre jusqu'à la première branche et tendre le main aussi loin que possible. Bilbo ne put atteindre sa main. Dori fut donc obligé de descendre de l'arbre pour lui faire la courte échelle. À cet instant précis, les loups accoururent dans la clairière en hurlant. Tout à coup, des centaines d'yeux les observaient. Mais Dori ne laissa pas tomber Bilbo. Il attendit que celui-ci se soit hissé dans les branches, puis il sauta à son tour pour s'y accrocher. Juste à temps. Un loup tenta d'arracher sa cape d'un coup de mâchoire et faillit l'attraper. Au bout d'1 minute à peine, une horde complète aboyait et bondissait furieusement tout autour de l'arbre, l'œil enragé et la langue pendante. Comme ça. Mais même les wargs sauvages, car c'est ainsi qu'on appelait les loups malfaisants qui sévissaient par-delà la lisière de la sauvagerie, ne peuvent grimper aux arbres. Pour l'instant, ils étaient hors de danger. Heureusement, la nuit était chaude et sans vent. On ne reste jamais assis très longtemps dans un arbre sans ressentir de l'inconfort, mais par temps froid et venteux,
Lorsque des loups vous tournent autour, c'est pratiquement un cauchemar. Cette trouée au milieu des arbres était de toute évidence un lieu de rassemblement, et d'autres loups ne cessaient d'affluer. Ils placèrent des gardes au pied de l'arbre de Bilbo et Dory, puis reniflèrent aux alentours jusqu'à ce qu'ils effleuraient tous les arbres où quelqu'un s'était réfugié. Ils les surveillèrent également, mais le reste de la bande, qui se comptait par centaines, alla s'asseoir en formant un grand cercle dans la clairière, au centre duquel se tenait un grand loup gris. Il s'adressa à eux dans l'horrible langue des Vargs que Gandalf connaissait. Bilbo ne la comprenait pas, mais elle était affreuse à ses oreilles. C'était comme s'il ne parlait que de choses méchantes et cruelles, ce qui d'ailleurs était le cas. De temps à autre, les Vargs assis en cercle répondaient tous ensemble à leur chef, une terrible clameur qui risquait chaque fois de faire tomber le hobbit en bas de son arbre. Je vais vous dire ce que Gandalf entendit, même si Bilbo n'en sut jamais rien. Les Vargs et les gobelins s'adonnaient souvent ensemble à des œuvres funestes. Les gobelins ne s'aventurent jamais bien loin dans leurs montagnes, sauf lorsqu'ils sont chassés et qu'ils se cherchent de nouvelles demeures, ou lorsqu'ils vont en guerre, ce qui, heureusement pour nous, n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais dans ces temps-là, ils faisaient parfois incursion dans les terres, surtout pour se procurer de la nourriture ou des esclaves qui les serviraient. Ils faisaient donc souvent appel aux Vargs pour les aider, partageant leur butin avec eux. Parfois, ils étaient montés sur des loups comme on monte à cheval. Or, il semblait qu'une grande incursion de gobelins ait été prévue cette nuit-là. Les Vargs étaient venus rencontrer les gobelins, et ceux-ci étaient en retard. La mort du grand gobelin et toute l'agitation causée par les nains, Bilbo et le magicien y étaient pour quelque chose. Et les gobelins étaient probablement encore à leur trousse. Malgré le péril de ces terres lointaines, des hommes hardis venus du sud avaient récemment entrepris de les repeupler, abattant des arbres et construisant des habitations dans les forêts, les plus accueillantes au creux des vallées et sur les berges des cours d'eau. Ils étaient nombreux, courageux et solidement armés, et même les Vargs n'osaient les attaquer en plein jour, ou lorsqu'ils allaient en groupe. Mais les Vargs, avec l'aide des gobelins, projetaient désormais d'attaquer quelques-uns des villages situés près des montagnes à la faveur de la nuit. S'ils avaient mis leur plan à exécution, il n'y aurait eu aucun survivant le lendemain, et tous auraient été tués, sauf les quelques malheureux que les gobelins auraient sauvés des loups, afin de les mettre au fer dans leur caverne. Ces discussions avaient de quoi faire peur, non seulement eu aux égards aux braves hommes des bois et à leurs femmes et leurs enfants, mais aussi à cause du danger que couraient maintenant Gandalf et ses amis. Les Vargs étaient furieux et surpris de les trouver là, au beau milieu de leur rassemblement. Ils les prenaient pour des amis des hommes des bois, venus les espionner pour répandre la nouvelle de leurs plans dans les vallées. Ils auraient alors à livrer une terrible bataille contre les habitants, au lieu de les capturer ou de les dévorer en les surprenant dans leur lit. Aussi, les Vargs n'avaient-ils aucunement l'intention de s'en aller et de laisser ces grimpeurs s'échapper, du moins pas avant l'aube. De toute façon, disent-ils, les soldats gobelins arriveront des montagnes bien avant cela, et les gobelins peuvent monter aux arbres ou les abattre. Maintenant, vous comprenez pourquoi Gandalf, qui prêtait l'oreille à leurs grognements et à leurs jappements, se mit à avoir terriblement peur, bien qu'il ne fût magicien, et à se dire qu'ils étaient dans une bien mauvaise passe, encore loin d'être tirés d'affaire. N'empêche qu'il n'allait pas les laisser agir à leur guise, même s'il était difficile de trouver une solution, jugée au sommet d'un arbre encerclé par des loups. Il cueillit les grosses pommes de pin qui poussaient dans les branches, puis il en alluma une. Elle crépita d'une flamme bleue et brillante, et il la jeta dans le cercle des loups. L'un d'entre eux la reçut dans le dos, et son pelage touffu s'embrassa immédiatement. Il bondit de côté et d'autre en poussant d'horribles cris. Puis il y en eut une autre, et encore une autre, bleue, rouge, verte. Elles explosèrent par terre au milieu du cercle, jetant de la fumée et des étincelles de couleur. Le chef des loups en reçut une, particulièrement grosse sur le museau, sauta 10 pieds dans les airs, puis se mit à tourner tout autour du cercle, mordant les autres loups et hurlant sa colère et sa peur. On boit. C'est important. Bilbo et les nains poussèrent des cris de joie. La rage des loups était terrible à voir, et le tapage qu'ils faisaient emplissait toute la forêt. Les loups craignent le feu en toutes circonstances, mais celui-ci était particulièrement redoutable et sorcier. Lorsqu'une étincelle touchait leur pelage, elle s'y enfonçait et leur brûlait la chair, et s'ils tardaient à se rouler par terre, ils s'enflammaient rapidement comme des torches. Bientôt, des loups se roulaient partout dans la clairière afin d'éteindre les étincelles qui les brûlaient,
Mais ceux qui étaient déjà en flammes hurlaient et couraient affolés en mettant le feu à leurs compagnons. Chassés par leurs propres amis, ils s'enfuirent à la recherche d'eau, dévalant les pentes en criant et en gémissant. « Pourquoi toute cette agitation dans le bois, cette nuit ?» dit le seigneur des aigles. Il était perché, noir dans le clair de lune, au sommet d'un piton rocheux qui se dressait à la frontière orientale des montagnes. « J'entends la voix des loups. Les gobelins préparent-ils quelques mauvais coups dans la forêt ?» Il déploya ses ailes, et, sans attendre, 2 de ses gardes postés sur les rochers de chaque côté s'envolèrent à leur tour. Décrivant des cercles dans le ciel, ils aperçurent l'anneau des Vargues en tout petit rond situé loin en bas. Mais les aigles ont la vue perçante et peuvent discerner des choses minuscules à très haute distance. Le seigneur des aigles des montagnes de brume pouvait d'ailleurs regarder le soleil sans ciller et voir un lapin bouger au sol, à 1 mile dans les airs, même au clair de lune. Et bien qu'il n'ait pu distinguer les gens perchés aux arbres, il vit le tumulte qui régnait chez les loups, les petits éclairs de feu, et entendit les hurlements et les plaintes monter faiblement jusqu'à lui. Il vit aussi la lune miroiter sur des aumes et des lances de gobelins, car cette engeance était sortie de ces montagnes et descendait les collines en de longues files qui serpentaient dans les bois. Les aigles ne sont pas des gentils petits oiseaux. Certains sont lâches et même cruels, mais ceux de la race ancienne des montagnes du Nord étaient les plus nobles de tous les oiseaux. Fiers, forts, intrépides et généreux. Ils n'aimaient pas les gobelins, pas plus qu'ils ne les craignaient. Lorsqu'ils leur prêtaient la moindre attention, ce qui n'arrivait que très rarement car ils ne se nourrissaient pas de telles créatures, ils fondaient sur eux et les faisaient fuir terrifiés jusqu'à leur caverne et mettaient fin aux ravages qu'ils étaient en train de causer. Les gobelins détestaient les aigles et les craignaient, mais ils ne pouvaient les détrôner du haut des montagnes où ils siégeaient. Ce soir-là, le seigneur des aigles était bien curieux de savoir ce qui se passait. Alors il fit venir à lui beaucoup d'autres aigles et ils s'éloignèrent des montagnes. Et toujours en tournoyant et tournoyant, ils descendirent et descendirent encore vers le cercle des loups et le lieu de rassemblement des gobelins. Et heureusement, car d'horribles choses se déroulaient dans la clairière et alentour. Les loups qui avaient pris feu et qui s'étaient enfuis dans la forêt y avaient allumé plusieurs incendies. L'été battait son plein, et du côté est des montagnes, cela faisait quelque temps qu'il n'avait pas plu. Les fougères séchées, les vieilles branches, les aiguilles de pin qui tapissaient le sol et les arbres morts ici et là ne tardèrent pas à flamber. Tout autour de la clairière des Vargues, le feu dansait. Mais les gardes des loups ne quittaient pas leurs arbres. Fous de rage, ils bondissaient et hurlaient autour des troncs en maudissant les nains dans leur affreux parler. Leurs langues pendaient, leurs yeux menaçants rougeoyaient comme les flammes vives et non des flammes qui vivent. Puis soudain, des gobelins accoururent en hurlant. Ils croyaient qu'une confrontation avec les hommes des bois avait lieu, mais ils comprirent bientôt ce qui s'était réellement passé. Certains d'eux s'assirent par terre. Attendez, j'ai la bouche sèche. Par terre, on va s'asseoir par terre. À manger et à bouillir. Donc ils s'amusent. Alors, certains rassemblèrent les loups en bande. Attendez. Certains d'entre eux s'assirent par terre pour mieux en rire. D'autres agitèrent leurs lances en frappant leurs boucliers. Les gobelins ne craignent pas le feu. Et ils imaginèrent bientôt un plan des plus amusants à leurs yeux. Certains rassemblèrent les loups en bande. D'autres empilèrent des fougères et des broussailles autour des troncs d'arbres. D'autres encore se hâtèrent de tous côtés en piétinant le sol à grands coups, éteignant presque toutes les flammes. Mais ils laissèrent le feu brûler tout près des arbres où se trouvaient les nains et l'alimentèrent avec des branches mortes, des feuilles et des fougères. Un cercle de feu et de fumée entoura bientôt les nains, un cercle que les gobelins empêchaient de se propager, mais qui progressait lentement vers l'intérieur et commençait à lécher le combustible entassé sous les arbres. La fumée irritait les yeux de Bilbo, et il sentait la chaleur des flammes. Et à travers les colonnes noires, il pouvait voir les gobelins danser et tourner en rond, comme on le fait autour d'un feu de joie à la mi-été. À l'extérieur du cercle des guerriers danseurs, armés de lances et de haches, se trouvaient les loups, qui observaient et attendaient à distance respectueuse. Les gobelins entonnèrent alors une horrible chanson. 15 oiseaux dans 5 sapins
pris au piège comme des lapins, comme ils volent bas ces petits oiseaux-là. Mais qu'allons-nous faire de ces moineaux-là? Les déplumer ou les faire grossir? Les embrocher ou les faire bouillir? Puis ils s'arrêtèrent et crièrent « Envolez-vous, petits oiseaux, envolez-vous si vous le pouvez. Descendez, petits oiseaux, vous retirez dans vos nids. Chantez, chantez, petits oiseaux, pourquoi ne pas chanter un air ?» « Allez-vous-en, petit garçon !» s'écria Gandalf à son tour. « Les oiseaux qui jouent avec le feu... Les oiseaux ne sont pas au nid, et les vilains petits garçons qui jouent avec le feu vont en pénitence. » Il disait cela pour les agacer et pour leur montrer qu'il n'était pas effrayé, même si en vérité il l'était, malgré ses grands pouvoirs. Mais ils ne lui prêtèrent aucune attention et continuèrent à chanter. Brûle, brûle, arbre, plante, siffle, danse, torche crépitante, lui dans la nuit, tu nous réjouis. Ah, fais-les cuire et fais-les frire, barbe brûlante, cheveux fumeux, la peau pendante, les yeux vitreux. Ne restera demain des nains que des poussières dans la clairière. Cuis l'oiseau, cuis l'oiseau, cuis dans la nuit, tu nous réjouis. À ce cri de ha-hoy, les flammes atteignirent l'arbre de Gandalf. En quelques instants, elles gagnèrent les autres. L'écorce prit feu, les premières branches crépitèrent. Puis Gandalf grimpa au sommet de son arbre. Une soudaine splendeur jaillit de son bâton à la vitesse de l'éclair, alors qu'il s'apprêtait à plonger du haut des airs dans un océan de lances. C'eût été sa perte, même s'il eût certainement tué de nombreux gobelins en s'abattant ainsi sur eux comme la foudre. Mais il ne sauta jamais. À cet instant précis, le seigneur des aigles fondit sur lui, l'agrippa dans ses serres et disparut. Il y eut un hurlement de colère et de surprise chez les gobelins. Le seigneur des aigles, mis au courant par Gandalf, poussa alors un grand cri. Les grands oiseaux qui l'accompagnaient se retournèrent brusquement et foncèrent sur la clairière comme d'immenses ombres noires. Les loups aboyaient et grinçaient des dents. Les gobelins hurlaient et trépignaient de rage, projetant leurs lourdes lances dans les airs, en vain. Les aigles piquèrent droit sur eux. Le souffle violent de leurs battements d'ailes les jeta à terre ou les mit en fuite. Leurs serres déchirèrent les visages des gobelins. D'autres oiseaux volèrent à la cime des arbres et saisirent les nains qui grimpaient désormais plus haut qu'ils ne l'avaient jamais osé. Le pauvre petit Bilbo faillit de nouveau être laissé derrière. Il put tout juste s'accrocher aux jambes de Dory, qui fut le dernier à être ramassé. Ils se levèrent ensemble au-dessus du tumulte, échappant à l'incendie, tandis que Bilbo se balançait dans le vide, au bout de ses bras sur le point de se rompre. Loin en bas, les gobelins et les loups se dispersaient partout dans le bois. Quelques aigles volaient toujours en cercle au-dessus du champ de bataille. Les flammes bondirent subitement à la cime des arbres qui s'embrasèrent tout entiers d'un feu crépitant. Il y eut soudain une rafale d'étincelles et de fumée. Bilbo s'était échappé juste à temps. Bientôt, la lueur du brasier s'évanouit sous leurs pieds comme un point de lumière rouge sur un plancher noir. Déjà haut dans le ciel, il ne cessait de s'élever en décrivant des grands cercles tourbillonnants. Bébou n'oublia jamais cette envolée cramponnée aux chevilles de Dory. Il geignait « Mes bras !» tandis que Dory gémissait « Mes pauvres jambes, mes pauvres jambes !» En altitude, Bilbo était, au mieux, pris de vertige. Il se sentait tout chose quand il lui arrivait de regarder en bas d'un tout petit précipice. Et il n'avait jamais aimé les échelles, sans parler des arbres, n'ayant jamais dû se sauver des loups auparavant. Je vous laisse imaginer combien la tête lui tournait à présent, en regardant ses orteils se balancer dans le vide et en voyant les terres sombres se déployer sous lui, touché çà et là par le clair de lune sur un rocher à flanc de colline ou sur un ruisseau dans la plaine. Les cimes blanches des montagnes s'approchaient comme des aiguilles baignées de lune surgissant des ombres. Été ou pas, l'air semblait se refroidir. Bilbo ferma les yeux et se demanda s'il pouvait tenir plus longtemps. Puis il imagina ce qui arriverait s'il lâchait prise, le cœur au bord des lèvres. Le vol se termina juste à temps pour lui, juste avant que ses bras ne l'abandonnent. Il lâcha les chevilles de Dory en soufflant bruyamment et tomba sur une rude plateforme, celle d'une aire d'aigle. Il resta étendu sans rien dire. Ses pensées oscillaient entre la surprise d'avoir été sauvé du feu et la crainte de tomber du haut de cette corniche dans les profondes ténèbres qui se trouvaient de chaque côté. Après les mésaventures de ces 3 derniers jours, il se sentait vraiment dans un drôle d'état, n'ayant pratiquement rien mangé depuis, et il s'entendit réfléchir à haute voix. « Je sais maintenant ce qu'un morceau de bacon récent lorsqu'il est sorti de la poêle et remis sur l'étagère.
« Non, vous ne savez pas !» répondit la voix de Dory, « car le bacon sait qu'il doit tôt ou tard retourner dans la poêle. On espère que ce sera différent dans notre cas, et les aigles ne sont pas des fourchettes. » « Non, pas des couchettes, des fourchettes. Je veux dire, fit Bilbo près de s'endormir. Il se redressa et jeta un regard inquiet en direction de l'aigle qui s'était perché à côté d'eux. Il se demandait quelle autre sottise il avait pu dire et si l'aigle s'en formaliserait. Il vaut mieux ne pas manquer de respect à un aigle quand vous êtes de la taille d'un hobbit et que vous êtes en visite chez lui la nuit. L'aigle ne fit qu'aiguiser son bec sur une pierre et lissa ses plumes sans faire attention à lui. Bientôt un autre aigle les rejoignit. « Le seigneur des aigles te prie de conduire les prisonniers à la grande corniche, cria-t-il avant de s'envoler à nouveau. L'autre oiseau saisit Dory dans ses griffes et disparut dans la nuit, avec lui laissant Bilbo tout seul. Et il eut tout juste la force de se demander ce que le messager avait voulu dire par « les prisonniers », et il commençait à s'imaginer en train d'être déchiqueté comme un lapin quand son tour arriva. L'aigle revint, l'agrippa par le col de son manteau, et s'élança dans les airs. Cette fois, il ne vola pas très longtemps. Très vite, Bilbo fut déposé, tremblant comme une feuille, sur une vaste corniche au flanc de la montagne. Il n'y avait aucun moyen d'y accéder, sauf par la voie des airs, ni aucun moyen d'en descendre, sauf en sautant du haut d'un précipice. Il vit que tous les autres étaient assis là, adossés à la paroi rocheuse. Le seigneur s'y trouvait également et discutait avec Gandalf. Il apparut que Bilbo ne serait pas dévoré, tout compte fait. Le magicien et le seigneur Aigle s'étaient déjà rencontrés, semblait-il, et ils étaient même quelque peu amis. En fait, Gandalf, qui avait souvent voyagé dans les montagnes, avait un jour rendu service aux aigles en guérissant leur seigneur blessé par une flèche. Comme vous le voyez, prisonnier signifiait seulement les prisonniers délivrés des gobelins, et rien d'autre. Écoutant ce que Gandalf avait à dire, Bilbo comprit qu'ils allaient enfin pouvoir s'échapper de ces terribles montagnes une fois pour toutes. Avec le grand aigle, le magicien examinait la possibilité de transporter les nains, Bilbo et lui-même, au-dessus des plaines, ce qui raccourcirait considérablement leur voyage. Le seigneur des aigles ne voulait les amener nulle part où vivaient des hommes. Ils nous viseraient avec leurs grands arcs en bois d'if, dit-il, car ils croiraient que nous venons pour leurs moutons. Et en d'autres circonstances, ils auraient raison. Non, il nous fait plaisir de priver les gobelins de leur pâture et de nous acquitter de notre dette en vous rendant l'appareil, mais nous ne risquerons pas nos vies pour des nains en survolant les plaines du sud. Très bien, dit Gandalf. Emportez-nous là où vous voudrez et aussi loin que vous le pourrez. Nous vous sommes déjà fort reconnaissants, mais en attendant, nous sommes affamés. Je suis presque mort de faim, dit Bilbo d'une petite voix fluette que personne n'entendit. Peut-être pourrons-nous remédier à cela, répondit le seigneur des aigles. Si vous étiez arrivé quelque temps plus tard, vous auriez sans doute aperçu un grand feu sur la corniche et la silhouette des nains assemblés autour d'un bon fumet de viande. Les aigles avaient apporté des branchages en guise de combustible, ainsi que des lapins, des lièvres et un petit mouton. Les nains s'occupèrent de tout préparer. Bilbo était trop affaibli pour leur venir en aide. De toute manière, il ne savait guère comment s'y prendre pour dépouiller un lapin ou pour découper la viande, lui qui la recevait toujours du boucher, déjà parée et prête à cuire. Gandalf, lui aussi, s'était allongé après avoir contribué en allumant le feu. Owen et Glowin ayant perdu leur briquet à Amadou, les nains n'ont jamais adopté les allumettes, même de nos jours. Ainsi finirent leurs aventures dans les montagnes de brume. Bilbo bientôt l'estomac rétabli, le ventre plein et l'assurance de dormir avec contentement, même s'il eût préféré, et de loin, du pain et du beurre à des morceaux de viande rôtis sur des bouts de bois. Recroquevillé sur la pierre, il dormit plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait chez lui, dans son lit de plumes au fond de son trou. Mais toute la nuit, il rêva de sa maison, et en visita toutes les pièces dans son sommeil, cherchant toujours un même objet sans pouvoir le trouver, ni même se rappeler à quoi il ressemblait. Fin du chapitre 6.